Je m'appelle Frédéric Andrieux et je travaille au Conservatoire botanique national méditerranéen où je tiens la fonction de botaniste depuis 21 ans. Alors le thème que j'ai présenté aujourd'hui sur la flore de la Lozère s'inscrit dans le cadre de l'animation du réseau qu'assure le Conservatoire botanique auprès des botanistes amateurs. Et j'ai tenu à présenter ce travail pour mettre en valeur les herborisations faites par des botanistes amateurs sur ce département. Leurs découvertes sont importantes et elles viennent enrichir la base de données du CBN qui permet en retour de monter des programmes et d'alimenter des programmes sur lesquels le CBN est attendu, comme des programmes ZNIEF, des programmes Liste Rouge sur Natura 2000. Frédéric Andrieux, qui, je le rappelle quand même, est un des membres fondateurs de la Société de botanique et qui travaille au Conservatoire national méditerranéen à l'antenne de Montpellier et qui, avec un groupe dont il va nous parler, travaille depuis plusieurs années sur la flore de Lozère. À toi. Bon, alors, initialement, je voulais vous parler du Hogar, cette région de montagne dans le sud de l'Algérie. Et puis, comme Frédéric Médaille a fait une présentation sur le Sahara, on m'a demandé de faire un autre territoire. Donc, je vais vous parler de la Lozère, qui est frontalier à la région du Hogar, mais s'entend là le Hogar qui s'écrit en deux mots. Hein. On est d'accord. Alors, la Lozère, tout le monde connaît ce département, mais globalement, peu de botanistes y ont mis les pieds. C'est un département du sud du Massif central, aux portes de la Méditerranée. Il a deux particularités. C'est d'être le moins peuplé de France, et c'est de présenter l'altitude moyenne habitée parmi les plus hautes de France, à plus de 1000 mètres d'altitude. En fait, c'est un territoire de haut plateau qui culmine entre 1000 et 1300 mètres d'altitude, d'où émergent des reliefs peu spectaculaires. On a quand même le 4e sommet du Massif central, ça y est, ça commence, qui est le mont Lozère, ici. Alors si les reliefs ne sont pas spectaculaires, par contre, les reliefs en négatif, les vallées, les gorges, sont très nombreux et très marquants dans le paysage lozérien. Tout le monde connaît les gorges du Tarn, de la Jonte, mais vous avez aussi la vallée du Tarn en amont, qui est assez encaissée, la vallée du Lot, dans ce secteur-là, et au pied de l'Aubrac, la vallée du Chassezac, qui est beaucoup moins connue, mais qui est très spectaculaire dans ce coin-là. Voilà. Sur le plan géographique, la Lozère se compose de 4 régions aux angles cardinaux du département. Alors, on a tout d'abord la Margeride, la plus grande d'entre elles, qui est un énorme plateau granitique d'une grande monotonie, et c'est au centre que l'on a un dôme longitudinal qui culmine à environ 1500 mètres d'altitude. Territoire assez pauvre de prairies, de forêts principalement dominées par le pin sylvestre, et beaucoup remplacées par des plantations d'épicéas et de douglas. Et sur la dorsale, on a des tourbières notamment à Boulonnais, et pas mal de cultures sur les plateaux à l'est et à l'ouest. Frontalier à la Margeride et partagé avec le Cantal et l'Aveyron, on a l'Aubrac, même soubassement granitique. Par contre, au sud, on a des plateaux basaltiques, des coulées basaltiques et des dépôts glaciaires du Quaternaire. Même occupation du sol que la Margeride, sauf qu'il y a moins de cultures et on est plutôt dans la zone du hêtre. Et encore pas mal de tourbières, notamment sur le plateau basaltique avec des lacs tourbeux. Après ces deux régions siliceuses, on en a une troisième au sud-est qui sont les vallées cévenoles. Alors là, ce ne sont pas des plateaux, c'est une succession de vallées et de crêtes, et de vallées très encaissées, un vrai labyrinthe. D'ailleurs, les participants de la session SBCO de cette année pourraient vous en parler en long et en large de ces vallées cévenoles, dont on a un souvenir assez mémorable. Alors c'est un territoire où on retrouve du granit, surtout granit intrusif, avec autour des auréoles gneissiques, et un territoire marqué par d'abondants affleurements de schiste. Et sur les marges, quelques fragments sédimentaires de causse.
Territoire très boisé, avec plutôt des hêtres dans la partie nord et en altitude. Au sud, au contact de la zone méditerranéenne et avec les altitudes les plus basses, 200 mètres d'altitude, on a des chênaies vertes et partout, beaucoup de châtaigneraies. Quatrième région, de haut plateau, les Causses. Tout le monde connaît cette région. On a les deux Causses les plus septentrionaux, le Causse de Sauveterre et le Causse Méjean, qui est le plus haut des grands Causses, à plus de 1200 mètres d'altitude. Voilà. Et une dernière région qui fait la jonction avec ces quatre régions, la région des Avants-Monts, qui a comme fil directeur la vallée du Lot. Et c'est un territoire où on retrouve des petits plateaux calcaires qui sont les témoins de l'ancienne extension vers le nord des Causses. Et au fond des vallées qui les entaillent, on retrouve le soc granitique ou schisteux selon les cas. Alors, sur le plan botanique, 5 départements entourent la Lozère et tous disposent dès le XIXe siècle de travaux de synthèse avec des flores ou des catalogues. Le premier d'entre eux, c'est la Haute-Loire, avec les travaux de Arnaud en 1825. Et puis le dernier, c'est l'Ardèche, avec en 1910, tout début du XXe siècle, un catalogue du département par révol. Mais on a la même chose pour le Gard, pour l'Aveyron et pour le Cantal. Qu'est-ce qu'il y a en Lozère? Rien. Aucun travail de synthèse, que ce soit flore ou catalogue, au XIXe siècle ou au XXe siècle. Pourtant, quand on regarde cette courbe d'évolution des connaissances au cours du temps, dès le milieu du XIXe siècle, on a 1500 espèces à peu près de recensées dans le département de la Lozère. Alors d'où ça vient? C'est issu de l'herbier Prost, qui était un botaniste lozérien, on va y revenir juste après, je vais vous le présenter, qui a fait un herbier qui est déposé depuis sa mort en 1848 à la ville de Mende. Lauré a analysé un peu cet herbier. En 1862, il a produit un article qui ne traite qu'environ 200 espèces où il retravaille des taxons qui étaient mal déterminés avec les ouvrages dont disposait hélas à l'époque Prost. Il faut attendre le début du XXIe siècle, 2001 et 2003, pour en fait avoir une synthèse de cet herbier par trois botanistes, Raymond Dejean et Yves Macagno du Parc national des Cévennes, et Bernard Descoings, qui est un botaniste de la Société botanique d'Ardèche et qui était aussi un agronome de Montpellier. Ils ont inventorié donc, dans l'herbier de Prost 1600 voire même 1700 espèces, spontanées ou cultivées, mais j'en ai retenu pour la présentation qu'environ 1500, parce qu'en fait il y a pas mal d'espèces cultivées qui ne se sont jamais naturalisées et que je ne voyais pas l'intérêt de les présenter dans un travail de synthèse à ce niveau-là. Et donc, ce travail d'inventaire fait par Desjean, Descoings et Macagno a été publié en 2001 et 2003 dans le journal de botanique de la Société botanique de France. Alors, qui était Prost? De son petit nom, Théodose Syriac, très joli. C'était un méridional né à Alès, juste un peu avant la Révolution française. Et il a passé toute sa vie professionnelle à Mende, dans les services des postes. Alors, s'il a fait un herbier, l'herbier de la Lozère, par contre, il n'a fait aucun écrit de ses découvertes. En revanche, il a pas mal communiqué avec ses contemporains pour leur faire part de ses observations, ou quand les contemporains lui demandaient des informations sur ce qu'il y avait en Lozère. Et la qualité des échanges qu'il a pu avoir avec ses contemporains fait que ces derniers lui ont dédié un certain nombre de plantes, dont le saxifrage de Prost. C'est le seul qui soit, je crois, resté comme non valide, qui est une endémique du sud du Massif central. Donc, après les travaux de Prost qui n'ont pas servi aux botanistes du XIXe siècle ni du XXe siècle, on a une courbe qui évolue très lentement jusqu'au début du XXe siècle, où là, on voit un petit soubresaut. Ça correspond aux travaux de Josias Brand-Blanquet, qui apparaît sur la scène du monde botanique, avec en 1915 sa thèse sur la flore de l'Égoale, suivie en 1933 d'un catalogue sur ce même territoire. Ces observations, qui sont reportées ici sur la carte, montrent où se situe, quel est le territoire couvert, et on voit qu'en fait, l'apport de son travail, qui est pourtant conséquent, hein, c'est plus de 1000 espèces qu'il recense, ben pour la Lozère, il est peu important, parce qu'en fait, ça ne concerne que l'extrémité méridionale du département. Après Brand-Blanquet, la courbe évolue très lentement, toujours un encéphalogramme plat, jusqu'aux années 70, où là, à partir de cette période,
la connaissance augmente très régulièrement. C'est lié à la création en 1970 du Parc national des Cévennes et en 1979 du Conservatoire botanique méditerranéen, qui est devenu, dans son libellé actuel, qui a été agréé en 1990. À droite, on voit l'ensemble des données, l'apport du Parc national des Cévennes depuis 1970. Ça concerne principalement le sud du territoire de la Lozère, qui correspond en fait au territoire de compétence du parc. Et en dessous, l'ensemble des données disponibles dans la base Symétis du CBN-MED, une couverture plus ou moins homogène, avec encore pas mal de trous sur les plateaux agricoles de la Margeride orientale et de la Margeride occidentale. Où se situe le département de la Lozère en termes de richesse? Alors là, je vous présente un résultat sur la région d'Occitanie. En bleu, ce sont les départements plutôt d'affinité atlantique. En jaune, les départements d'affinité méditerranéenne. En rouge, les départements qui ont au moins concernés par la zone pyrénéenne. Et en vert, les départements principalement liés à la zone Massif central. Et la Lozère se situe plutôt dans la partie centrale inférieure, moyenne inférieure, voilà, avec 1866 espèces de recensées. Donc ça le situe bien au-dessus des 3 départements atlantiques, qui sont les plus pauvres, très homogènes sur le plan écologique et puis très agricoles, mais bien en deçà des départements méditerranéens qui sont les plus riches. Et donc les départements pyrénéens et du Massif central, la Lozère se situe rivalise presque avec les départements pyrénéens. Alors maintenant, on va passer un petit peu un volet botanique. Je vais vous présenter quelques espèces, pas toutes, et j'ai pris le parti de vous présenter quelques espèces phares qui ont été découvertes récemment, au XXIe siècle, avec quelques espèces compagnes sur 3 territoires. Alors on va commencer par la Margeride, et en particulier la vallée du Chapeauroux, qui est cette petite vallée qui prend naissance sur la dorsale de Margeride, qui rejoint l'Allier. Allier qui est frontalier donc, par la Haute-Loire et l'Ardèche avec la Lozère, et l'Allier qui prend sa source ici, entre Margeride et Cévennes, sur le massif de Mercoire. Et donc c'est Jean-Claude Singer-Léger qui, en 2016, a découvert Tosea alpina dans le court amont du Chapeauroux, dans les mégaphorbiers et les ourlis hygrophiles. Tosea alpina, c'est une orophyte européenne. Vous voyez sa carte de répartition issue de l'atlas de la flora des pays catalans. C'est une plante qui se distribue entre les Pyrénées et les Carpates. En France, elle est rare dans les Pyrénées, assez rare, peu commune quand même dans les Alpes. Et dans le Massif central, la Lozère fournit aujourd'hui la 2e localité connue pour tout le Massif central, avec une localité historique sur le pont du Cantal. Dans la vallée du Chapeauroux, d'autres espèces ont été découvertes récemment. C'était à l'occasion d'une semaine de botanique faite par le CBN dans le nord-est du département. Et avec ces membres du réseau, vous voyez ici les observateurs, donc il y a Henri Michaud qui est dans la salle, Jean-Marc Tison, des anciens du CBN, de l'OFB, des collègues du Parc national des Cévennes, voilà. C'était en 2013, et donc la première de ces plantes, c'est Aronchus dioicus, qui est une espèce de l'hémisphère nord, une circumboréale, qui pousse dans les ourlets et les sous-bois frais. En France, c'est une espèce très commune dans les Pyrénées et surtout dans les Alpes et le Jura, et un peu dans les Vosges. Et dans le Massif central, en fait, la Lozère apporte la 3e ou 4e localité pour toute cette région. Le Chapeauroux a fourni également Stachys palustris. Alors, elle, c'est une espèce des bords de cours d'eau que vous connaissez bien, certainement. C'est une eurosibérienne, donc Europe et toute l'Asie plutôt septentrionale. En France, c'était très commun. Elle devient beaucoup plus rare en Méditerranée qu'elle aborde par la vallée du Rhône ou le canal de Midi. Et on voit que dans les montagnes, elle pénètre peu dans ces massifs. Et la Lozère, en fait, par rapport à la distribution de cette plante en France, se situe en tête de bassin de l'Allier. Donc on dispose dans le département des premières stations qui vont alimenter le cours à l'aval. Même schéma pour Poa palustris, une plante des bords du cours d'eau, circumboréale, hémisphère nord, et pareil, ici, le département de
de la Lozère se situe en tête de bassin de cette espèce au niveau de l'Allier. Alors on va changer de territoire, un petit causse, le causse de Montbel, qui se situe à l'extrémité est des Avants-Monts, et pour vous présenter l'Athyrus boini, que déjà Colin Einstein avait présenté lors d'une convergence il y a quelques années. L'Athyrus boini, en fait, a été découverte en 2 temps. Tout d'abord en 2007 par Aymeric Sulmont du Parc national des Cévennes en Aubrac. Mais il l'avait nommé l'Athyrus filiformis, et c'est sous ce nom que nous l'avions validé à l'époque. Quelques années plus tard, Colin Einstein découvre sur le causse de Montbel en fait, ce qu'est l'Athyrus boini, et ce qui nous a permis de changer le nom de l'Athyrus filiformis de l'Aubrac. Donc c'est une plante des pelouses qui... Alors, la confusion, en fait, était un peu légitime, parce que ce sont 2 plantes qui, morphologiquement, sont très très proches, et Boini a été d'ailleurs traité en sous-espèce de l'Athyrus filiformis. Et le critère distinctif, en fait, il faut surtout l'examiner au niveau du stigmate, du style, qui est linéaire chez Boini et spatulé chez filiformis. Au niveau de la répartition mondiale, l'Athyrus filiformis est une euriméditerranéenne de l'Ouest, donc sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, l'est de l'Espagne et le Maghreb. Et par rapport à sa terre, l'Athyrus boini occupe la frange nord, donc c'est plutôt, elle, une sud-ouest européenne qui s'étend depuis les Pyrénées jusqu'aux Alpes dinariques dans l'ex-Yougoslavie. En France, donc, c'est une espèce très rare dans l'ouest des Pyrénées et dans le Jura. Et la Lozère, avec cette découverte récente, fournit les seules localités du Massif central. Le causse de Montbel a fourni plein d'autres curiosités et originalités. L'Astragalus danicus. C'est une espèce à large répartition eurasiatique et qui pousse dans les pelouses, et en France, elle atteint sa limite ouest dans les Alpes. Mais la découverte de Montbel constitue aujourd'hui un isolat dans le Massif central, et ce sont les seules localités extra-alpines de cette espèce en France. Autre espèce du causse de Montbel, beaucoup plus curieux, c'est Ranunculus nodiflorus, découverte par Colin Einstein en 2012. C'est une plante des pelouses amphibies acidiphiles et temporairement humides. Alors c'est très curieux d'avoir ça sur un causse, mais en fait c'est que le causse de Montbel est enchâssé entre 2 massifs siliceux, qui sont donc au nord la Margeride et au sud la montagne du Goulet, qui est la bordure nord des Cévennes, et au quaternaire, des cours d'eau ont drainé, ont entraîné des arènes granitiques sur le causse, et une partie de ce causse est aujourd'hui recouvert par 2 à 3 mètres d'arènes granitiques. On n'y trouve pas là des pelouses calcicoles classiques des causses, mais on y trouve en plus donc des landes et des pelouses à nard, à calunes, et Genista anglica, etc. Et des cours d'eau temporaires où se niche Ranunculus nodiflorus. Alors, Ranunculus nodiflorus est une plante de l'ouest de l'Europe, une eurie atlantique qui est présente dans la moitié ouest de la France, le nord-ouest de l'Espagne et le nord-est du Portugal. Et toujours en distribution isolée, en petites populations épares. Et la Lozère, par rapport à l'aire de distribution de cette espèce, se situe en marge est, avec quelques localités aussi sur le Haut-Vivarais. Pour terminer, on va voir les quelques plantes des grandes vallées. Alors les grandes vallées, c'est la vallée du Lot et la vallée du Tarn, qui concernent en fait un peu les Cévennes et les Causses pour le Tarn, et qui concernent donc toute la zone des Avants-Monts pour le Lot. Alors une découverte assez originale, c'est Allium flexium, fait par David Dickinson, dans la vallée de la Miminte. C'est cette petite vallée qui est dans les Cévennes ici, et qui coule vers le Tarn. Ces prospections, faites en 2016 et les années qui ont suivi, ont précisé la distribution de la plante plus en amont, dans la vallée de la Miminte, et ainsi que plusieurs populations dans les gorges du Tarn. Et Christian Bernard, quelques années plus tard, l'a trouvée dans l'Aveyron, en amont de Millau, qui est ici. C'est une plante qui, dans la vallée du Tarn, pousse dans les pelouses et xérophiles, les ourlets xérophiles sur les hautes terrasses sableuses. C'est une plante qui appartient à un groupe complexe de Allium carinatum avec 4 espèces, Coloratum, Carinatum, Consimile et Flexum, dont la distribution est plutôt centre-européenne. Et au sein de ce complexe, Allium flexum occuperait plutôt la partie septentrionale de l'aire de ce groupe.
En France, on ne la trouve que dans le nord des Alpes, ainsi que le couloir rhodanien. Et l'originalité des populations donc lozériennes et de celles de l'Aveyron, en fait, elles sont à l'extrémité sud-ouest de l'aire de distribution de cette espèce, et en plus de ça, concernent un bassin versant qui est totalement distinct des autres populations françaises, puisque on est là dans le bassin de la Garonne. Pour terminer, deux plantes très communes en France, très communes dans le monde, elles sont cosmopolites. Ce sont deux potamots découverts par Guillaume Canard en 2024 et 2014 dans la vallée du Lot. Vous voyez qu'en France, elles ont une distribution très large. Par contre, dans les zones de montagne, Alpes, Massif central et Pyrénées, elles y pénètrent beaucoup plus difficilement. Et donc le Lot permet à ces plantes d'être présentes, de rentrer dans la zone du Massif central. Voilà, donc j'ai pris le parti de vous présenter ces quelques plantes. J'aurais pu vous parler de méditerranéennes qui sont en limite d'air dans les Cévennes, ou de méditerranéennes qui commencent à coloniser ça et là d'autres territoires lozériens, ou de plantes endémiques d'Écosse. J'espère en tout cas que cet exposé permettra aux botanistes de venir prospecter un petit peu ce département. Voilà, merci de votre attention. Merci Frère. En tant que bubiste, je me dois de préciser que la Tyrus bohini pose d'abord un recul dans le département du Doubs, dans la vallée du Brujon, et pas dans le Coin. Massif du Jura. Oui, je vais revenir sur un Nicus notiflorus. Tu dis que du coup c'est plutôt une rie atlantique, mais ce qu'il n'y a pas sur la carte, c'est qu'il y a aussi des données en Corse, sur le plateau de Couchionne. Sur ta carte, tu as aussi des données dans les PO. Il y a un petit massif dans les PO où elle est. Oui. Elle est un peu en Ardèche. Je pense que c'est plutôt une franco-ibérique que vraiment une tendance atlantique, sachant qu'aussi en Auvergne, les choses sèches en Auvergne, c'est pas du tout sous tendance atlantique. Donc je pense qu'elle a une répartition qui ne montre pas une vraie tendance atlantique. Et sur le côté acidifié, pareil, de cette espèce, nous, sur le gros noyau de population qu'on a sur le massif de Fontainebleau, Gâtinais en Ile-de-France, les mares temporaires qu'on peut avoir où elle est, c'est clairement pas des mares très acides. Quand on est en acidophile, on va avoir d'autres cortèges. Toujours, on a mesuré les pH, on est toujours sur des pH proches de la neutralité. C'est du grès, mais toujours avec des petites inclusions calcaires, ou en tout cas ça donne un mélange avec des pH plutôt proches de la neutralité que vraiment de l'acidophile. Okay. On travaille tous sur les catalogues régionaux, sur les listes, le nombre d'espèces. On voit bien que la Lozère, elle est restée très longtemps en deçà de nos connaissances. Est-ce que tu as commencé à regarder la complétude des données, c'est-à-dire le nombre de relevés, le nombre d'apports par relevé nouveau, pour estimer le nombre d'espèces potentielles qu'on pourrait atteindre? Parce qu'on voit des courbes qui sont encore des courbes qui grimpent au moment. Même si on n'a pas des relevés qui sont très réguliers, on peut essayer d'arriver à une asymptote. Tu l'as regardé un peu? Alors, je ne l'ai pas du tout regardé, j'ai pas eu le temps. J'ai l'impression en tout cas que faudrait analyser un peu mieux le jeu de données. J'ai l'impression qu'on commence pas à stagner, mais la courbe de croissance, quand on zoome dessus, elle semble se ralentir. Alors sur la complétude, ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail que je vous présente, il est issu d'un article qui a été publié dans le Carnet botanique avec d'autres observateurs, et puis c'est un travail en fait qui m'est pas personnel, hein. Je suis allé puiser dans la base de données Symétis pour valoriser des données qui sont collectées par de très nombreux botanistes qui sont cités dans l'article. Je pensais en fait disposer dans la base Symétis de données en tout cas historiques complètes, et en fait en préparant cet exposé, je suis tombé sur ces articles de Prost, ces deux articles dont j'ignorais l'existence, ce qui fait que en fait dans l'article de Carnet botanique, je cite des espèces soi-disant nouvellement découvertes au XXIe siècle. Or il y en a une petite demi-douzaine ou une dizaine que Prost signalait déjà, en fait, comme Selinum carvifolium. Donc la complétude, en fait, cet article, on est en train de le saisir pour justement rafraîchir et rendre à Prost ce qui lui appartient. Ça mériterait, pour répondre
terminer de répondre à ta question, Jeanne, je pense attendre encore quelques années pour voir comment ça évolue la connaissance. Honnêtement, je suis rentré de Lozère là, ce week-end dernier, j'ai encore 2 espèces nouvelles pour le département. Voilà. En faisant les bords de cours d'eau, les assecs de lacs et de cours d'eau. Donc on va s'en approcher un jour ou l'autre, mais là j'aurais besoin d'un petit statisticien, peut-être Max, hein, pour faire ces évaluations. Non, j'en sais rien. Je pense qu'on pourrait peut-être encore, on doit pouvoir encore augmenter, oui, honnêtement. Hein. Mais pas tant que ça, peut-être. Hein. C'est un département quand même qui se caractérise par une densité de population extrêmement faible. Hein. Il y a 70 000 habitants, je crois. Hein. Voilà. Est-ce qu'en termes de néophytes, le département est globalement épargné, même s'il y a un grand axe routier avec la 75? Alors, source grave, j'en ai pas parlé, mais vous voyez la courbe des xénophytes qui augmente depuis 1970. Bon, depuis qu'en fait on s'y intéresse de plus en plus et qu'il y a des prospections beaucoup plus régulières. Il y en a, c'est clair, nettement moins que dans les autres départements. Dans le tableau ici, voilà, c'est le département qui, en tout cas, avec le jeu de données que j'ai consulté, qui en a le moins. Il y a peut-être une relation avec le nombre d'habitants. Et il y a une relation avec le nombre d'habitants, il doit y avoir une relation aussi avec les conditions écologiques. C'est un département quand même haut en altitude, en moyenne. On a très peu de vallées basses. Et on sait tous que ce sont quand même les grands cours d'eau qui fournissent les contingents les plus importants. Or là, Tarn et Lot sont alimentés par des zones, sont proches de leurs sources, donc les sources de xénophytes sont quand même beaucoup plus restreintes. Voilà. Salut Fred, merci de ta présentation. Oui, merci Romain. Question toute simple, est-ce qu'il existe une des endémiques ou des subendémiques lozériennes? Ben, il y a, dans les subendémiques, oui, tu as le saxifrage de Prost. Alors ensuite, il faudrait les regarder, enfin, il faut voir ce qu'on entend par subendémique, parce qu'il y a ensuite, il y a les Saxifraga sebenensis, mais qui débordent, qui descend jusque dans l'Hérault, dans les garrigues de l'Hérault, avec des stations très marginales, hein, mais qui possèdent ses plus belles populations en Lozère. J'ai pas fait l'examen de tout ça, ouais. Ça mériterait d'être... mais y a pas, je ne crois pas qu'il y ait d'endémique stricte de Lozère, si c'est ça que tu veux comme réponse. Ok, merci. Même pas un petit hiératio, Matarax. Oh là, ça je laisse ça aux hiéraciologues. Elle descend pas un peu plus bas? En Aveyron, peut-être. Oui, ça fait partie de ces espèces qui ont des grosses populations en Lozère et un petit peu autour, oui. Merci beaucoup, Frédéric.